Et bonjour, je vais attendre quelques secondes que ça se mette en place. La connexion se stabilise. Donc bonjour à ceux qui vont arriver, bon appétit à ceux qui mangent, ou bon réveil à ceux qui se réveillent parce qu'ils seraient en vacances, ou bref, ces streams commencent de plus en plus tard, c'est une catastrophe. Bonjour Alice, et bienvenue. Donc, au plat du jour, c'est la thématique, plutôt que le plan. Les résultats des négatifs qu'on avait développés la dernière fois du Lubitel. Un petit joujou que j'ai depuis lundi, non mardi plutôt. Euh, le nouveau joujou du jour, enfin le nouveau, mais je veux dire le nouvel appareil photo du jour pour le développement du film, qui est la seule blade, et du coup le développement. Voilà. Donc on va voir si tout ça fonctionne bien. Est-ce que tout va bien jusqu'à là? Est-ce que le son... Bon, l'image est pas bonne, il faut vraiment que je m'occupe pas de remplacer cette webcam. Mais ça va le faire. Si tout va bien, on va commencer. Son nickel, parfait. C'est déjà ça. Il y a 5 minutes, j'avais toujours pas de webcam d'ailleurs. J'espère qu'elle va pas me lâcher. Hop, je change de scène. Donc, quelques résultats de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait fait des pellicules 120. Sononix, hello, et bonjour d'ailleurs. Hello, je ne fais qu'un passage éclair pour dire bonjour. Ben, merci pour le bonjour déjà. Merci, merci. Donc, un petit... je sais plus ce que je disais du coup. Donc, la dernière fois, on avait fait, dans la partie photo, dans la chimie photo, on avait fait une pellicule 120 que j'ai pu scanner du coup cette semaine et que je peux montrer en partie, puisqu'il y avait des choses que je peux montrer, il y a d'autres choses qui sont plus personnelles, donc je montre pas. Donc là on est sur la première et déjà on a une petite remarque que l'on peut faire, c'est qu'il en manque un morceau et je pense que c'est ma faute. Je m'explique. Quand on était dans la Rondinax, pour mettre le film sur la bobine, faut tirer à un moment pour séparer le papier du film. Et je suis allé jusqu'au bout, enfin jusqu'à là ça allait. Ensuite, il faut fermer la boîte noire, ce qu'on va refaire tout ça tout à l'heure. Et ensuite, il faut accrocher le bout du film pour pouvoir être tiré ensuite par la suite. Je pense que je l'ai un peu trop tiré et que donc du coup ça a grignoté le début du film. Donc aujourd'hui, on va faire attention justement de pas trop le tirer parce que visiblement les premières images sont assez proches des bords. Donc faut faire attention à ça. Donc là, on est sur un. Donc toutes les photos ont été prises en extérieur. Là, on est sur une photo prise dans un temps très couvert, en montagne. La montagne du fond est enneigée, ce qui n'est pas le cas de devant. Bon, pour l'instant, c'est beaucoup de gris, mais pas. Voilà. Autre détail aussi, il est fort possible qu'elles aient été scannées à l'envers. Ce qui devrait pas trop changer sur les contrastes, etc., mais plutôt sur les histoires de netteté, de résolution. Ça pourrait être impacté un petit peu par des distorsions si on les scanne dans le mauvais sens. Voilà. Donc, globalement, de toute façon, ces photos sont pas trop mal. Donc, elles sont en format carré. Pour rappel, les films sont, euh, sont des films 120 et les images que l'on voit là font environ 6 cm par 6 cm.
Je dis environ parce que j'ai remarqué tout à l'heure en faisant le diaporama qu'elles avaient des petites variations. Donc je pense que le scanner les recadre avec de la manière qui arrange le mieux. Et c'est pas tout à fait exact. Mais le format de capture, c'est bien du 6 par 6, hein. L'appareil photo pouvant aussi faire du 6 par 4,5, mais j'ai pas le cache, parce qu'il faudrait couvrir une partie du cache, qui permettrait d'ailleurs de passer de 12 poses à, si je dis pas de bêtises, 16. Mais bon, je dis, il faudra vérifier. Autre caractéristique, toutes ont été prises avec le Lumitel à la main, et ça explique aussi en partie pourquoi cette photo est penchée, parce que si vous vous souvenez un petit peu du Lumitel, je le remontrerai tout à l'heure, c'est une visée de poitrine, donc vue de dessus, et l'image que l'on voit est une image optique qui est inversée. Et c'est très, enfin, c'était mes premières photos comme ça depuis très 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 longtemps, je pense. Et c'est difficile, enfin, on penche jamais du bon côté, enfin, la logique vient pas de suite. Donc cette photo est penchée. D'ailleurs, je montrerai les chaînes tout à l'heure. Il y a quelques défauts liés au Lubital lui-même, je pense. Ils sont pas gravissimes, mais bon. Donc, bah là encore une autre photo carrée. Donc là, on est sur une façade d'église, l'horloge. D'ailleurs, petite remarque, j'y ai pensé tout à l'heure en voyant la photo, mais c'est une horloge Baudet. Et se trouve que dans ma collection d'horloges, je possède une horloge d'église de la même marque. Voilà. Donc je n'ai pas le cadran, donc ça c'est le cadran, le mécanisme est évidemment dans l'église, probablement derrière le cadran, ou en tout cas il est lié au cadran. J'ai la partie mécanique, électromécanique d'ailleurs, parce que c'est une horloge mécanique, de la même marque. Marque assez connue pour les horloges d'église ou pour des horloges de qualité professionnelle en général d'ailleurs. Les trains, voilà, des choses. Voilà. Et la photo en elle-même, là, bah, je trouve qu'elles sont plutôt bien. Donc, pour rappel, de quelle année l'horloge? L'horloge que j'ai, je pense qu'elle date des années 50-60. Celle-ci, je ne saurais pas dire, mais on est quand même, à mon avis, dans les mêmes eaux, dans les mêmes dates, parce que le logo, le style, ça ressemble un peu quand même, hein. Ça peut être peut-être un peu plus tardif. Des fois, le cadran est aussi correspond pas forcément au mécanisme. Donc, pour rappel, on est sur du film Trix 400. J'ai oublié de le dire. Voilà. Donc, globalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Elles étaient pas démesurément exposées ou sous-exposées. A priori, ça allait. On en tire quelque chose, voilà. Si ce n'est que peut-être qu'elles pourraient être un poil plus nettes si elles étaient scannées dans le bon sens, à vérifier. Il faudra vérifier ça. Voilà. Donc là, on n'est plus au même endroit et pas le même jour. Donc là, c'est plutôt Alors les premières, elles étaient fin mars. Et j'ai oublié la date de la fête des mères, mais là, c'était le jour de la fête des mères, donc c'est bien plus tard. C'est en mai, si je dis pas de bêtises. Pas du tout à la montagne non plus, donc ça c'est un olivier, hein, voilà. Il y avait des perchoirs et de quoi nourrir les oiseaux. Enfin, la remarque, c'est peut-être pas de la nourriture. Oui, là, ouais, c'était de quoi aider à faire des nids. Oui, elles sont jolies. Oui, ça va, ça va. Là, on va appeler ça un portrait de chien en, comment on dirait, en vue de trois quarts arrière ou vue de côté, je sais pas comment on dirait.
Donc celle-là, ça va à peu près, on voit je trouve assez bien. Alors on voit quand même sur l'image quelques grains, liés au fait qu'il y a forcément des poussières ou des, lors du scan ou le film a des défauts, ce qui est normal. Mais, au global, j'aime bien. Celle-ci par contre est un peu floue. Enfin, ou plutôt elle est floue sur, le sujet, mais, un peu derrière le sujet, dans l'herbe, elle est nette, effectivement. Donc, là, petit problème de focus. Alors, ça m'a interrogé un petit peu, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai mal visé, enfin mal réglé au moment où j'ai visé, ce qui est possible, ou est-ce que c'est l'appareil en lui-même? En fait, dans le lot de toutes les photos, j'ai l'impression que c'est la seule qui soit vraiment floue. Donc, comme je rappelle que j'avais complètement démonté cet appareil, enfin la partie optique et que je l'avais recalibré, elle m'a mis un peu le doute, mais je pense que c'est bon. Notamment parce que la précédente était nette et pourtant prise à peu près à la même distance. Donc je pense pas que le problème vienne de l'appareil photo, il vient plutôt du, euh, du photographe. Voilà. Donc ça, la photo est très blanche et très noire à la fois. Oui, la mise au point est pas bonne. Oui, oui, je pense que c'est. Mais après, il fallait pas. Enfin, j'espérais que ça soit pas l'appareil photo qui avait pas un problème. Parce que les défauts sont sur la mise au point sont d'autant plus importants que c'est proche. Parce qu'après, quand ça part très loin, les variations de plusieurs mètres se font beaucoup moins sentir. Donc je pense que faut le confirmer sur des photos très proches. Et la photo précédente du chien, enfin qui n'était pas floue, elle est pas floue, donc je pense pas que ça soit l'appareil qui est en cause. Celle-ci, on le verra sur le film, elle était à la fois très blanche, enfin, très claire. Parce que là, bon là c'est remis dans le avec l'image inversée dans le bon sens. Mais toute la partie que l'on voit qui est très noire est en fait sur le film très très claire. Au point qu'on se demande s'il y a parfois de l'image et en fait, si il y en a suffisamment pour quand même voir les feuilles sur l'image. Dans le coin en haut à droite, il y a encore un peu de, on arrive quand même à voir des feuilles. Alors que le fond est très clair. Donc je trouve que celle-ci, c'est celle qui doit avoir le plus de contraste sur la même photo. Voilà. Après, celle-ci, c'est une fontaine. Il y a quelques fleurs mises sur le côté. Il y a moins de contraste. Ceci dit, sur celle-ci, on voit bien le ciel qui était. Alors, il était couvert, mais très clair de mémoire ce jour-là. Voilà. Donc globalement, je pense que l'appareil est bien réglé, que le film est développé correctement, donc je pense quand même que c'est plutôt réussi. Donc là, c'est la dernière, donc ça fait 9 photos. Il y en a deux autres, non trois autres que je n'ai pas montré parce qu'il y a des gens dessus. Et donc au total, sur ce film qui est censé pouvoir faire 12 poses, j'en avais 11 plus la première qui était un peu, enfin qui est pas complète. Donc le compte est presque bon. Voilà. De toute façon, je vais montrer sur le film qui a aussi un autre défaut que j'ai pas parlé. Et puis voilà. Est-ce que sur les photos, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je changerai de scène. Enfin, de toute façon, je pourrai toujours répondre aux questions après. Je vais changer de scène, de toute façon. À la limite, on dirait que c'est pris dans la neige.
Celle-ci? Oui. Ah oui, oui, que le sol soit recouvert de neige. Euh, oui, oui, c'est fait exprès. C'était c'est une mise en scène volontaire. Tout à fait. C'est un trucage à l'ancienne. Voilà, tout à fait. Voilà, voilà. Je vais changer de bureau. Faut juste que je règle une caméra pour la recadrer comme il faut. Et du coup, vous allez pouvoir profiter. J'en ai fait une, mais bon, vous en profiterez pas beaucoup. D'une petite scène d'attente. Bah, ça va durer juste le temps que. Enfin, ça va durer même pas 30 secondes. Si je la retrouve d'ailleurs, parce que je l'ai perdue. Et je coupe pas le son d'ailleurs, parce que. Voilà, j'ai pas prévu que. Voilà. Et ça me permettra d'ailleurs de vérifier que l'encodage ne compresse pas, que ça ne devienne pas une bouillie de pixels. Parce qu'il se trouve que c'est du bruit, et le bruit consomme énormément de bande passante. Et sauf que là, je suis à bande passante fixe, donc elle ne consomme pas plus de bande passante avant ou après. Ce qui, enfin, avant ou après compression, quoi. Enfin, c'est à débit fixe. Et donc, du coup, ça peut dégrader la qualité. Donc, ça va me servir de test aussi. Si je transfère pas, par contre, la fenêtre, je vais avoir du mal à revenir. Voilà. Et donc, du coup, on passe sur l'établi polyvalent. Et me revoici. Voilà, voilà. Donc, dans le plan, d'aujourd'hui en plan, on vient de voir les résultats avec le Lubitel 166. Je vais montrer, grâce à mon nouveau joujou de début de semaine, vous n'avez rien entendu, on va pouvoir regarder les planches. Pour l'instant, je vais mettre là. Juste quelques secondes. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'occasion? Bulle de neige, oui, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'occasion? J'ai trouvé ce petit appareil, compliqué de le montrer en entier d'ailleurs. Je peux plier les pieds pour le mettre à plat. C'est un négatoscope. Qu'est-ce qu'un négatoscope? Un négatoscope, c'est un appareil relativement simple qui permet d'observer des négatives ou des radios d'ailleurs qui sont aussi en négatif. Quoi qu'on pourrait regarder des diapositives aussi d'ailleurs, mais bon. C'est surtout une boîte à lumière qui essaye d'émettre une lumière à peu près uniforme. Et donc je peux l'allumer. Ah, ça j'y avais pas pensé par contre. Ça va pas être joli si. Est-ce que ça serait mieux si je coupe la lumière? Ah mince. Zut. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a des caméras qui s'en sortent mieux que d'autres, donc on va prendre les caméras qui s'en sortent mieux que les autres. Du coup, on va en profiter pour. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave. Mais donc moi je vois pas clignoter évidemment. Mais ça me permet. C'est très embêtant quand même. Je réglerai ça. Ça me permet de regarder par transparence les radios, les films assez facilement. Donc, par exemple, si je reprends le film qu'on vient de voir, qui avait été scanné, voilà, je peux facilement regarder les sujets à travers le négatoscope. Sauf que moi, je les vois mieux que ça quand même, mais bon.
vous avez les reflets de la lumière, voilà, c'est mieux. Voilà. Et donc, par exemple, la première qu'on voyait qui était coupée, bah là, on voit bien que c'est le bout du film qui est, bah, qui était exposé accidentellement. Voilà. Donc ça, on va essayer de ne pas le reproduire. Et un autre détail que je voulais montrer, c'est que du coup, on voit que les distances ne sont pas égales entre les différentes prises. Il y en a même à un moment qui se recouvrait, alors là on le voit plus parce que j'ai dû, c'est entre, ça devait être le coup de ciseau, voilà, par exemple, sur celle-là. Ça, c'est, ça faisait touche-touche avec celle qui est ici. Et parce que j'avais un espace trop grand avant. Pourquoi? Ben parce que le Lubitel, donc celui-ci, là, n'a pas de blocage. On le tourne manuellement et c'est par la fenêtre que l'on voit les numéros du film. Donc le film, je l'ai là, par exemple. C'est difficile de faire tout avec une... Hop là. Je vais allumer la lumière. Donc le film, il est conçu pour plusieurs formats. Il y a des numéros dessus. 1, 2, 3, c'est le numéro des différentes poses. Et selon l'endroit enfin le format que l'on fait, on sélectionne bah, la ligne qui nous intéresse et on est censé s'arrêter sur le numéro. Sauf que des fois, c'est un peu compliqué de voir quand le numéro commence, est-ce que c'est vraiment le numéro ou pas. Le problème sur ce film-là en particulier, c'est que le 1, c'est une barre. Il ressemble pas forcément à un 1 par rapport aux barres qui sont là. Donc je ne savais pas si c'était vraiment le 1 ou pas, ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Peut-être que tu n'avais pas assez avancé le film au chargement dans le Lubitel. Bah, la première est bonne, enfin j'en suis presque sûr. Mais je pense que là où ça s'est gâté, c'est sur à un moment j'y suis allé un peu trop vivement dans à remonter le, le, le film et j'ai dépassé le numéro. Ça, je me souviens très bien qu'à un moment j'ai dépassé le numéro. Et le coup d'après, bah du coup je me dis ah, il faut que j'y aille un peu plus, que j'en fasse un peu moins, sinon elles vont être toutes décalées. Donc du coup je me retrouve avec un endroit où il y en a trop et la suivante où il y en a un peu moins parce que en fait je m'en suis rendu compte et je me souviens très bien de ce jour où je me suis vu dépasser le numéro. Voilà. Parce qu'à travers la petite fenêtre rouge, c'est pas forcément évident hein, non plus. Rallumer la lumière. Non, en fait je vais la laisser éteindre parce que je veux montrer aussi que donc comme je disais, on peut regarder assez facilement les photos avec. Plus facile que de regarder en transparence vers un mur qui serait pas éclairé ou vers la lumière du jour. Et les numéros sont bien placés sur le film. Ah bah, les lignes, elles ont l'air uniformes. C'est pas clairement le film est pas, enfin le papier du film est pas problématique. Et j'ai testé parce que là je suis sur un support qui est assez transparent, enfin, qui est transparent de toute façon. Et je me demandais si ça marchait également avec le support translucide de la dernière fois. Je mets juste la lumière pour montrer. Voilà. Où là, on voit moins les choses. Bah, de suite, quand on va sur le négatoscope, bah, c'est beaucoup plus net. Hein. Donc, même sur des films qui sont que translucides et pas entièrement transparents, ça marche plutôt bien, quoi. Euh, non, sur le négatif. Ah, oui, je vois ce que, oui, parce que c'est vrai. Alors, je vais y revenir. Je viens de comprendre. Est-ce qu'il se trouve, sur l'envers là d'ailleurs. Enfin, oui.
Je sais pas si j'arriverai à aller jusque... Chaque film est marqué d'un numéro sur le côté. Est-ce que j'arrive à montrer? J'arrive pas à montrer. Je sais pas où est déjà l'objectif. Ah oui, mais parce que la caméra est tournée, je suis bête. Du coup, vous l'avez dans le mauvais sens, donc ça serait dans ce sens-là. Je vais montrer comme ça. Là, par exemple, on voit le numéro 11. Et c'est la prise 11. La 12, eh bien là. La 10 également. Et sur les premières, du coup, qui sont décalées, la 2 est déjà légèrement décalée, je dirais. Enfin, elle n'est pas au centre comparée aux autres suivantes. Et la 3, où est mon doigt? Là. Le 3 est effectivement complètement décentré de la photo. Nickel. Voilà. Donc je pense, enfin j'en suis sûr, de toute façon, c'est une erreur de ma faute. C'est une erreur clairement de ma faute. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça marche plutôt bien pour pouvoir sélectionner les films que l'on veut prendre rapidement. Voilà. Euh, si je fais ma machine à rayon X à la maison, bah, je pourrais aussi regarder mes radios dessus. Quoique, il y a d'autres façons de faire de jouer avec les rayons X, mais bon. Voilà. Et donc même sur les films translucides, ça marche plutôt bien. Voilà. Mais évidemment, là, on ne voit pas avec l'image inversée. Enfin, dans la bonne couleur. LOL, oui, bah oui. Oui. Voilà. Bref, voilà. Donc, je vais essayer de replacer ça à peu près correctement, parce que du coup, j'ai tout chamboulé. Ça va le faire. Voilà. Voilà pour cet appareil. Super Sonégascope. Ce négatoscope. Oui, j'y arrive à... Même moi, j'ai du mal. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'aime bien. Et j'ai pas expliqué le fonctionnement, du coup, parce qu'il y a une toute petite subtilité, mais c'est que, donc, du coup, la lumière est à peu près uniforme. Alors, sur les plus modernes, elle est encore plus uniforme. Et ils sont beaucoup plus plats aussi, parce que, du coup, c'est basé sur des panneaux LED, etc. Celui-là, il est un peu plus ancien, puisqu'il est fait avec un néon, que je peux montrer, qu'on voit un peu de derrière, là. C'est-à-dire que c'est un anneau qui est mis à une certaine distance donc de la surface d'observation, et comme il est suffisamment distant, ben, ça fait une lumière à peu près diffuse et uniforme. Donc là, on le voit à peu près, l'anneau, de derrière. On peut le suspendre aussi, pour le mettre au mur, ou, voilà. Voilà, voilà, pour ce petit appareil. Et il a des pieds si on veut le poser sur le bureau. Enfin, sur le bureau, ou sur une table, ou sur quelque part. Tu ne peux, Tu peux le remplacer par la LED s'il grille. Bon, bah, déjà, la durée de vie des néons comme ça, elle est assez élevée. C'est même assez peu probable que ce soit nécessaire qu'il grille. Hein. Mais je suis sûr qu'il doit être... de toute façon, c'est des vis, donc je peux certainement dévisser et remplacer par un petit panneau LED au fond du boîtier, oui. Probablement. Ou même des rubans LED, à la limite. Enfin, il y aura moyen de le remettre en fonction si le tube venait à ne plus fonctionner. Bon. Voilà, voilà pour ça. Et donc, bah, on va passer à la suite. Il n'y a pas de questions. Et la suite, c'est de parler de la pellicule du jour et de l'appareil qui l'a pris.
Donc l'appareil du jour, c'est l'Hasselblad 500 cm. Alors Hasselblad, entreprise suédoise, oui, c'est ça. Fabrique ses appareils photo quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis à peu près après la Seconde Guerre mondiale. À l'origine conçue par un amateur de photographie, il voulait de bons appareils photo, il importait des appareils au début, puis ensuite quand ils ont conçu des appareils photo durant la guerre, suite à un appareil retrouvé dans un avion abattu, un avion allemand abattu, le gouvernement suédois avait demandé à Hasselblad de l'étudier pour voir si on pouvait faire des copies d'appareils photo ou s'inspirer de cet appareil photo pour faire pour faire des appareils photo de qualité. Ce qu'ils ont probablement fait, ça je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'après la guerre, ils ont fait des appareils photo, et notamment du moyen format. Avec cette approche, notamment de cet appareil-là, dont cet appareil-là qui est le 500 cm, qui a été produit des années 70, enfin je dirais même de mémoire de 70 à 94, si je me souviens bien, pour ce modèle-là, mais il a été précédé par le 500 tout court, je crois, ou le 500C, enfin bref. Dès le sortie de la guerre, il en existait un peu, puis il y en a eu de plus en plus et quelques évolutions. Ils ont quand même en commun d'avoir une approche modulaire, c'est-à-dire que l'objectif qui contient aussi les réglages de temps, qui contient d'ouverture, etc., peut se changer. Le dos peut également, qui contient du coup la pellicule peut se changer. Je sais plus l'ouvrir. Si, voilà, comme ça. Le dos qui est amovible. L'objectif est amovible. Le viseur, normalement, ça peut se changer également par d'autres types de viseurs. Là, on est sur un viseur de type poitrine, comme sur le Lubitel, donc vu du dessus, avec de mémoire, voilà. D'ailleurs, il est très très net et très propre. Pour viser, c'est assez propre, quoi. Et j'arrive plus à le fermer. Non, bon, c'est pas grave. Je vais faire après. Même la poignée, je crois qu'elle est interchangeable. En gros, c'est un cube autour desquels il y a des modules. Voilà. Et merci Aififou pour le follow. Bienvenue. Donc aujourd'hui, on parle de photographie argentique. On va faire de la chimie juste après. Là, j'étais en train de présenter cet appareil photo, donc l'Hasselblad 500 cm. Bienvenue. Donc je disais, donc le dos est amovible et le dos est assez intéressant parce que là on est sur un modèle de dos qui peut contenir du coup un film 120. Euh, non, comment on trouve déjà? J'ai oublié. C'est de l'autre côté. Hop, voilà. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, comme pour le Lubitel, on a un porte-bobine. Enfin, non, oui, enfin, en tout cas, il porte la bobine qui va enrouler, l'autre qui va se dérouler, donc la nouvelle qu'on met d'un côté. Le film est tendu plat en face de l'objectif, et du coup, l'appareil, quand le dos est mis en place, face à l'appareil, bah, il faut retirer un volet de protection pour pouvoir prendre des photos. L'autre avantage de cet appareil photo qui est assez évolué, c'est il compte les, euh, les, euh, les photos, il a un compteur intégré qui est plutôt précis.
Donc c'est plutôt pratique, hein, tout ça. Bon, je le remonterai après. Euh, Qu'est-ce qui se passe? On a un petit spam. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors derrière, on a l'impression qu'il y a une fenêtre pour voir le film, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est pour rentrer un petit papier, un petit indicateur pour savoir, pour se souvenir de quelle est la pellicule que l'on a mis à l'intérieur, tout bêtement. Quelle est la sensibilité et le nombre de poses. Donc il peut prendre du 120 et d'ailleurs comme du coup il a un compteur intégré et il n'y a pas de fenêtre, il pourrait aussi prendre du 220. Le 220 étant le format c'est le même format sauf qu'il n'y a pas le papier à l'arrière de la pellicule et il est 2 fois plus long du coup, qui permettrait de prendre 2 fois plus de poses. Encore que je suis pas sûr que le compteur aille jusqu'à 24, donc je sais pas comment ça se passerait. Il y a d'autres types de dos aussi. Il y a des dos qui permettent de mettre beaucoup plus de films, notamment des films de plusieurs dizaines de mètres, qui permettent d'enchaîner potentiellement des dizaines et des dizaines de vues, voire des centaines. Dans le modèle, par exemple, qui a été importé par la NASA dans les programmes Apollo, donc ils avaient des dos comme ça, et ces dos pouvaient prendre plus d'une centaine de photos, il me semble, hein. Il faudrait vérifier, mais il me semble qu'en tout cas, ils pouvaient prendre énormément de photos. Voilà, voilà. Et donc il est connu justement à cause de ce programme, grâce à ce programme Apollo, et notamment Apollo 11 parce que ils ont pris des photos avec. Il n'avait à peine été modifié pour aller sur la Lune. En réalité, il était, comment dire, presque déjà compatible. Enfin, quoiqu'à l'époque, on se questionnait moins sur adapter des choses, alors qu'aujourd'hui, même si on veut prendre une montre, il faut qu'elle ait des caractéristiques réfléchies pour. Donc voilà pour l'appareil du jour. Petit détail aussi supplémentaire, l'objectif est plutôt fait pour du portrait, celui-ci. Et ensuite, autre détail, comparé au Lubitel qui s'ouvrait avec je sais pas comment on dit, enfin des feuilles, enfin l'ouverture se fait avec des feuilles du, qui sont concentriques, non pas concentriques, qui, comme un iris sauf qu'il serait automatique, quoi. Là, c'est des volets. Et d'ailleurs, contrairement au Lubitel que j'ai là, l'objectif de visée, là il y a un objectif de visée et un objectif pour prendre la photo. Là, sur la Hasselblad, il y a un seul objectif. Donc quand on observe, en fait, le chemin optique est directement vers l'observation. Et quand on prend la vue, en fait, il bascule, parce que c'est un miroir qui renvoie l'image, il bascule le miroir et l'image va directement s'imprimer sur le film. Voilà, voilà. Donc, voilà. On va commencer la chimie. Euh, donc, normalement, aujourd'hui, la température, c'est actuellement de 26,9 degrés Celsius. Il fait 52% de taux d'humidité. Donc, comme on avait dit la dernière fois, le problème, c'est que on veut rester dans les temps standards qui sont calibrés pour 20 degrés. Donc la chimie, comme les pellicules d'ailleurs, sont actuellement dans un frigo, un petit frigo, hop, qui est actuellement à 16 degrés. Mais le temps qu'on prépare, la température va remonter un petit peu.
et devraient se stabiliser, enfin en tout cas on va faire en sorte de les utiliser quand elles seront autour de 20 degrés. Voilà, voilà, ça devrait être assez simple. On est toujours sur du développement plein jour avec la Rondinac 60, qui marchait plutôt bien, hein, et ça avait bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison qu'on change de méthode. Et on va préparer nos petits bocaux. Donc, normalement, le nombre de bocaux, c'est toujours les mêmes, sauf que en les nettoyant, j'ai effacé ce qu'ils sont censés contenir. Donc, on va revenir juste sur le résumé. Donc, ceux-là, pour du film 120, il faut les remplir entre 130 et 160 cm3. Et donc, on disait qu'on allait faire un premier, je vais les numéroter, donc, comme la dernière fois. Un, donc, pré-mouillage. 2, le révélateur. 3, c'est du lavage. Alors du lavage, il y en a 3, de toute façon, parce que là, on utilise de l'eau. 4, donc lavage aussi. L'Hasselblad était utilisé par des photographes pros, non? Il me semble que Dieu avait un Hasselblad. Oui, bien sûr, l'Hasselblad est un appareil haut de gamme et notamment utilisé par les professionnels pendant longtemps pour faire pour faire des portraits, notamment, ou d'autres activités, mais tout à fait, c'est un appareil photo considéré haut de gamme et professionnel. Contrairement au Lubitel, qui lui était clairement l'appareil photo accessible pour tous. D'ailleurs, le Lubitel est un appareil photo soviétique. L'Hasselblad était l'appareil photo suédois, on disait, mais il a été copié par les soviétiques également. Son petit clone, on va dire, de chez de l'Union soviétique, c'est le Kiev 88, je crois. Il me semble que c'est ça. Qui a des performances tout à fait honorables également. Voilà. Et qui était plus accessible. Enfin, plus accessible en tout cas pour la zone de distribution, parce que donc 1, 3, 4, 5 c'est lavage, et le sixième c'est le fixateur. Donc pour la petite histoire, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais cet Hasselblad, qui appartenait donc à ma mère, enfin, qui appartient toujours à ma mère d'ailleurs, et donc elle s'en servait pour prendre notamment des portraits, mais a eu un petit accident. Donc il s'est retrouvé à être inutilisable, enfin il est tombé de ce que j'ai compris, et donc il était plus utilisable. Il est resté quelques années comme ça, avant que quelqu'un s'en occupe pour le réparer. Et si je ne dis pas de bêtises, du coup, c'est les premières pellicules qu'il reprend depuis qu'il a été réparé. Voilà. Et preuve qu'il était endommagé, on le voit encore sur le cache-lumière qui a encore des traces. Il a été redressé, mais il y a les traces du choc. Voilà.
Donc, j'espère que les résultats seront bons, parce que ça pourra confirmer que l'appareil est en bon état. C'est un challenge alors. Bah, non, disons que j'en attends, j'en attends des résultats positifs. Alors, je serais déçu. Il y a deux pellicules qui ont été prises avec deux films qui ont été prises avec cet appareil photo. Donc, j'espère bien que les résultats seront bons. Donc, je récupère les liquides. Ils sont dans le petit frigo qui est à côté. Et les pellicules. J'espère qu'ils sont d'ailleurs descendus suffisamment en température parce que en réalité, je me suis décidé à faire ça ce matin et du coup ils ont passé que quelques heures au frigo. Voilà, bon ils sont globalement à 18 degrés, donc on va pas trop traîner, mais du coup ça devrait être bon. Voilà, donc on va commencer par l'eau. Donc on a dit c'est 150 millilitres. Hein. Oui, 150 de mémoire, voilà. Et pour les temps, je crois m'en souvenir, mais je vais quand même vérifier par précaution. Il me semble que le révélateur, c'est 11 minutes, et le fixateur, 10 minutes. Pour la Trix 400. Oui, c'est ça pour les temps. Ok, parfait. J'ai mis quelques gouttes de trop, c'est pas grave. Encore un peu. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Et donc, comme la dernière fois, je reporte le niveau plutôt que d'utiliser le verre, enfin que le doseur, hein, pour éviter de le contaminer avec les produits. Oui, le marqueur, il est là. Voilà. Donc, par contre, s'il s'arrête pas de bouger, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, révélateur, toujours dans sa bouteille accordéon, qui est sous dépression pour éviter l'oxydation. Hop, voilà.
dans une bouteille opaque pour éviter également d'accélérer l'oxydation. Faut vraiment que j'en trouve une plus petite. Et donc le fixateur. Alors je suis un peu bête parce que je pense que j'aurais dû charger le film avant de faire les préparations. Mais bon, c'est pas grave. Donc je représente pas le mécanisme, mais donc il y a toujours une bobine, une sangle, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais pour guider un guide, la boîte noire qui va servir tout à l'heure, et d'ailleurs, oui, elle est censée être comme ça. Prendre un film. Je vais prendre celui-ci. Ça, c'est les annotations du film. Ça s'insère comme ça. Voilà. Il faut sortir le papier un petit peu pour pouvoir le tirer derrière. Ça, il faut pas que ça gêne, donc ça reste par là. Là. Donc je ferme, je verrouille la chambre noire. Je vérifie, alors, je vérifie un truc avant. Et donc là, elle était, voilà. Je verrouille la chambre noire. La boîte là, elle est à peu près verrouillée, donc je peux pas, normalement, le couvercle peut pas se soulever. Et je n'ai plus qu'à tirer pour dérouler le film dans la chambre noire. Donc là, je vois les pauses passer et le film, là, je vois que le papier. Le film est donc bien en train de s'enrouler à l'intérieur de la chambre noire. Voilà, j'arrive à la pause 1. Et donc là, j'y vais doucement. Voilà. Hop, et voilà. Donc là, j'ai tout le film. Je ferme la boîte noire. Je rouvre. Et j'ai mon petit scotch, comme la dernière fois, qui est venu se mettre sur le côté. J'enlève l'ancienne bobine. Donc c'est là où il faut pas que je sois gourmand comme la dernière fois. C'est-à-dire que je tire pas trop pour pas abîmer la première pose. Voilà. Donc là, il m'en faut le minimum possible.
Donc, je replie le scotch sur le film. Je prends ma sangle. Je verrouille. Je vais pincer le film dessus. Il faut que je l'ouvre d'abord. Voilà. Elle est ouverte. Ensuite, je pince le film. Voilà, le film est pincé. Voilà. Et là, non, je referme. Je rouvre la boîte noire et j'enroule. Et là, je sens qu'il est en train de se mettre sur les spires comme il faut. Voilà. Donc là, voilà, là, il est libre. Donc là, je suis arrivé au bout. Il est entièrement enroulé. Donc, on est prêt à verser les liquides. Petit contrôle des températures. 19,1, 18,2, 19,5 pour le lavage, 19,4, 18,8, 18,8. Le plus important, c'est le révélateur. 18,7 pour le révélateur, donc j'ai un peu de marge encore. Voilà. Donc, on commence avec le pré-mouillage. Alors, on a vu la dernière fois que le pré-mouillage avait sorti énormément de bleu. Enfin, de bleu. En réalité, quand j'ai re-regardé la couleur après, je n'arrive pas à déterminer si c'est un rouge ou un bleu. Ça doit être composé des deux. Il doit y avoir, selon l'angle de la lumière, on voit bleu ou on voit rouge. J'ai oublié le chrono, mais pour l'instant, c'est pas grave, c'est encore le pré-mouillage. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Violet peut-être, oui, c'est probablement ça, oui. Donc on va faire ça pendant environ 2-3 minutes. Voilà. Ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc pour l'instant, comme la dernière fois, ça ne grince pas. Donc on va voir si on se fait mal aux oreilles tout à l'heure. Marc, je l'entends déjà un peu grincer. Je sais pas si c'est bon signe. On a 1 minute écart. Un peu plus en réalité, mais bon. Ça couinera sûrement après le révélateur. Oui, c'est ce qu'on avait constaté la dernière fois. Enfin, plus on avançait, de toute façon, plus ça couinait. Mais bon, c'est pas bien grave. Je trouve que vu la simplicité de la machine, l'inconvénient du bruit est largement inférieur aux avantages que ça procure, je trouve quand même. Moi, j'en suis plutôt content de cette petite machine. Alors, elle est peut-être pas compatible avec tous les films. J'ai regardé, j'avais vu l'information comme quoi les faux mappants en 120 sont assez fines et ont tendance à pas s'enrouler très bien dans la boîte noire. Ce qui peut du coup pas très bien marcher. Donc faut faire en sorte d'avoir des films qui soient d'une certaine épaisseur, ce qui est quasiment le cas de toutes, à part celles qui sont vraiment très low cost, comme les fonds mappants.
là, c'est un problème parce que celui-ci, dans le format 120, donc c'est la Rondinex 60, il faut enrouler, enfin, faut séparer le film du papier et le faire rentrer dans la petite boîte noire. Dans le cas de la Rondinex 35, on n'a pas ce problème parce que le film sort directement de la cartouche. Euh, et après, on le coupe avec le petit couteau. Donc c'est deux façons différentes. Et dans le cas de la Rondinex 35, donc pour les films 135, bah, c'est pas un problème. Du coup, ça fonctionne bien. Mais j'ai lu beaucoup de gens qui ont dit oui, la format pas attention sur les formats 120 dans la Rondinex 60. Faudrait que j'étudie la chose pour voir s'il y a un moyen de l'utiliser quand même, parce que ça reste quand même un gros avantage. Mais pour l'instant, c'est des tricks 400, donc je n'ai pas le souci. J'ai largement dépassé, je me suis endormi, vous m'avez rien dit là. Bref. Et voilà, donc là je le vois sortir. Mais à la fois je le vois bleu, mais à la sortie, quand je vois en transparent, c'est un peu rouge quand même. On t'écoute discuter, lol, oui. Ah, heureusement que c'est que le pré-mouillage. Tac, tac. J'ai remis à zéro. Maintenant, révélateur. Petit contrôle de la température. 19,1. Ah, c'est un peu en dessous quand même. Mais bon, ça va se réchauffer en remue en 2 secondes. Là, ça devrait aller. Chrono et 11 minutes, du coup. Oui, c'est bien 19. Oui, oui, je sais que à plus ou moins 1 degré, ça va. C'est quand c'est plus ou moins 4 que c'est problématique, quoi. Là, de toute façon, en 11 minutes, il va avoir le temps de se réchauffer aussi, hein, donc je m'inquiète pas. Bon, cette fois-ci, il faut faire attention au chrono, hein. Je suis impressionné par le prix de la pellicule. Alors laquelle, la TRX 400 ou la Fomapan? De toute façon, les TRX 400, je pense que ça doit être parmi les plus chers. Oui, la TRX 400. Alors je sais pas combien elle est aujourd'hui, mais ça doit être entre 10 et 15 euros, non? Quelque chose comme ça à l'unité. C'est très cher. Oui. Surtout qu'en plus, récemment, Kodak est en difficulté financière, donc il y a beaucoup d'incertitudes sur le fait que toutes les activités seraient conservées. Pour l'instant, j'ai pas lu de menaces sur le fait qu'il y en aura plus, mais ils avaient des grosses difficultés financières aux États-Unis. Et donc du coup, c'est quel prix à peu près? 50 euros le pack de 5. Bon, en vrai, ça a pas plus évolué que ce que j'avais que quand je les avais achetés. Alors, c'était à peu près ce prix-là. Je connais pas le prix à l'époque de l'âge d'or de l'argentique. Surtout qu'il faudrait le regarder en regard de l'inflation, etc. Mais ouais.
Bon, normalement, c'est environ 55 € à 75 € selon les sites. Oui, 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 en plus, il y a un peu de variation. Oui, c'est ça. Ben, c'est elles ont marqué leur temps du point de vue, enfin, enfin, en tout cas, d'un point de vue, enfin, très positivement, quoi. Et je pense que pour le noir et blanc, beaucoup en veulent de cette pellicule. Donc, est-ce que le prix est en rapport au vrai coût de fabrication ou plus au coût spéculatif que les gens veulent bien y mettre? C'est possible aussi que soit vendu avec beaucoup de marge. Parce que je pense quand même que les machines qui les fabriquent doivent être rentabilisées depuis au moins plusieurs décennies, hein. Bon, le, le chimiste qui a réfléchi à la formulation de la gélatine, il doit avoir, ça a été rentabilisé, son coût a été rentabilisé depuis très 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 longtemps. Pas loin d'1 € la photo. Faut éviter d'en rater trop. Eh oui, oui, tout à fait. Il est milliardaire le chimiste. Ouais, je le souhaite, mais je pense pas que je pense pas qu'il est. C'est surtout son entreprise qui a gagné des milliards au passage. Je suis pas sûr que lui-même s'en soit. Il y a eu une part là-dessus. Mais bon. C'est pour ça que je trouve dommage que les faux mappins en format 120, a priori, ne marchent pas trop bien avec cette machine. Parce que le prix est quand même 2 fois moindre, hein, donc c'est quand même dommage, hein. Après, grosso modo, j'ai l'impression que ça soit du 120 ou du 135, c'est à peu près le même prix. De toute façon, il y a à peu près la même surface de film en réalité. Sauf que dans un cas, c'est des 36 poses et dans l'autre, c'est 12 poses. Mais c'est grosso modo la même surface. De toute façon, on l'a vu sur les planches. Euh, Ça occupe à peu près une surface à 4, quoi, une fois déroulé. Peut-être un peu moins même, dans les deux cas. Donc la surface de matière, c'est à peu près la même. Sauf qu'évidemment, en format 120, ben, on rentre 3-4 fois le format du 135 pour prendre une photo. Apparemment, Kodak a créé l'émulsion de la Trix 400, enfin la Trix, en 1940. Oui, bah effectivement, il a eu le temps d'être rentabilisé le développement. Après, ça sert à rien de changer quelque chose qui marche bien, hein. Quand une formule marche bien, ça sert à rien de la changer, hein. Mais bon, on peut s'attendre à ce que, du coup, elle soit moins chère parce qu'elle a été rentabilisée. On peut s'attendre aussi que s'il y avait des brevets dessus, maintenant ils sont plus d'actualité puisqu'un brevet ne peut tenir que 20 ans au maximum. Et la plupart des entreprises y renoncent avant quand c'est pas rentable d'ailleurs, mais bon, parce que ça coûte très cher à maintenir sinon. Donc on pourrait s'attendre quand même à ce qu'il y ait des clones avec la même formulation, donc des films qui soient faits avec la même formule, qui existent. Je sais pas, peut-être qu'il en existe donc du coup des marques moins connues mais qui sont faites de la même manière et qui seraient moins chères. Intéressant à regarder. Je lis qu'elle a subi quelques améliorations, la dernière étant en 2007. Ah oui, les améliorations en 2007. En 2007, l'argentique était déjà vraiment un peu sur la fin. Est-ce que c'était vraiment des améliorations?
Ou des évolutions, parce que on peut aussi dire, peut-être qu'ils l'ont fait évoluer parce que pour la faire, pour qu'elle coûte moins cher à produire. Moi, je surveille le chrono parce que je il faut pas que je me trompe cette fois-ci. C'était bien 11 minutes, hein, la dernière fois, on dit pas de bêtises, hein. J'ai pas les papiers sous la main, là. Ce que je cherchais tout à l'heure, là, ils sont un peu loin. 11 minutes, hein. C'était pas 11 minutes et demie ou quelque chose comme ça, c'était 11 minutes tout pile. De toute façon, je crois qu'il y a une petite marge, hein, mais c'est possible, mais Kodak ne le dit pas. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Comme les formules de dentifrice qui changent tous les 6 mois, j'ai jamais compris qu'est-ce qui changeait dedans, hein. Donc là, on en arrive à 9 minutes et demie, à peu près. Donc il reste plus qu'une minute et demie. 11 minutes pile, mais je pense qu'on peut légèrement dépasser vu que le produit était à 19 degrés. Oui, tout à fait. Bon, je peux aussi regarder un peu. Oui, alors je vais pas m'y fier parce que là pour l'instant il dit 25,9, mais bon, température du boîtier. Je pense quand même qu'il a dû se réchauffer assez rapidement, moi. Donc je pense que 11 minutes ça doit quand même être bien, hein. Le liquide, bon, il doit pas être aussi chaud, mais il a dû monter un peu quand même depuis tout à l'heure. 10 minutes et demie. De toute façon, il y a le temps de versement qui prend quelques secondes aussi, donc bon. 11 minutes. Bon. Et comme la dernière fois, bizarrement, le liquide ressort pas bleu là sur les révélateurs. Et après sur les lavages, il était devenu plus bleu. Voilà. Le premier lavage, on va le faire plus court, et les deux autres, ils seront un peu plus longs, puisque le premier lavage est le plus sale, donc c'est celui qui a le moins ralenti la réaction, hein. Donc là, on est à 11 minutes tout à l'heure, là on est à 1 minute et demie de plus, là pour l'instant. On va attendre jusqu'à ce que ça fasse 2 minutes. On changera ensuite le lavage. Et le révélateur, du coup, il repart à côté.
Allez, on reverse. Premier lavage. C'est plutôt transparent, pour l'instant. Voilà. Deuxième lavage. Là, on va faire 2 minutes de plus, tranquillement. C'est là si on va voir que ça réagit comme la dernière fois. Je vois qu'il existe des comparatifs entre la Trix 400 et d'autres pellicules. Faudrait voir, mais j'ai l'impression qu'elle reste la meilleure. Ah bah de toute façon, il y a eu plusieurs formules, hein, ça c'est sûr qu'il y a eu des différences, clairement. Après la meilleure, tout dépend en quoi, j'ai envie de dire. Ça reste quand même... c'est un grain spécifique. Euh, pour, par exemple, des applications de précision où le grain... je sais pas moi, si par exemple on veut faire de l'archivage, peut-être que la Trix 400 est peut-être pas la meilleure. Faut peut-être une pellicule où le grain soit le plus fin possible, enfin en tout cas le moins visible possible, par exemple. Si on veut faire de la photo d'archivage, enfin, du film d'archivage. En tout cas, pour du portrait, ou même certains, enfin, pour beaucoup de choses, beaucoup de gens aiment la TX 400, ça c'est sûr. Et pour l'instant, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, alors que c'était pris avec le Lubitel, c'était plutôt correct. C'était même plutôt joli, hein. Bon, même si visiblement, je pense que le scanner, enfin, si c'était scanné dans le mauvais sens, ça dépend de ce qu'on veut en faire, c'est sûr. Bah oui, oui. Voilà. Donc je vais attendre encore un peu et je vais passer au troisième lavage. Et le liquide est un poil plus bleu. Donc on a vraiment la même réaction que la dernière fois. Et je trouve ça amusant. C'est plutôt bon signe, ceci dit. Ça veut dire au moins que ça réagit de la même manière. Ah, donc, dernier lavage du révélateur. C'est un coup. Ah. Et puis on va faire ça pendant encore 2-3 bonnes minutes. Et ensuite on finira avec le fixateur. Je comprends pas que cet appareil est... Enfin si, il était plus cher, donc les gens se sont reportés sur des cuves moins chères, mais ça reste quand même une cuve qui aurait mérité d'être plus populaire. Alors l'équivalent qui existe aujourd'hui, qui reprend un peu le même système, il a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que, par exemple, le modèle qu'ils vendent est fait pour... Enfin, c'est la même cuve pour le format 120 et le format 135. Cependant, la partie de derrière, là, celle qui permet soit de couper, soit de dérouler dans une moite noire, elle est amovible, elle peut s'interchanger. Et mais la cuve reste la même. Et la bobine, c'est une bobine qui gère les deux formats, donc qui s'écarte ou pas. L'inconvénient, je trouve, par contre,
c'est que donc du coup on a une cuve qui est beaucoup plus grande, enfin qui doit avoir plus de liquide. Et ça c'est un peu dommage parce que je trouve qu'en plus ce système consomme pas beaucoup. Là on met 150 millilitres pour des pellicules 120. Pour le A135 c'était du 200 millilitres à peu près. Enfin c'était ça même d'ailleurs. Et, euh, et je crois que les nouvelles versions c'est quelque chose comme 300 millilitres. Donc on gaspille un peu plus de produits. C'est dommage parce que ils sont quand même. C'est dommage de gaspiller. Mais par contre, on a une seule cuve pour faire les deux formats. Mais vu la place que ça prend, avoir les deux cuves, je trouve que c'est quand même mieux. Au moins, on n'utilise que la partie qu'on veut. Enfin, c'est suffisant, quoi. Absolument, c'est tellement plus pratique que la Patterson. Bah, après, la cuve en elle-même, je crois que c'est pas tellement le problème. C'est surtout l'enroulement qui me faisait peur. Faut avoir la technique, il faut surtout avoir une pièce bien noire. Ou alors, il y en a qui font ça dans des sacs aussi, des sacs opaques, il me semble. Mais je sais pas, je trouve ça assez risqué. Là pour l'instant, j'ai pas eu d'échec ou quoi que ce soit qui t'a montré que ça marche pas bien, mais enfin, ça a l'air, c'est bien, quoi. Moi, j'en suis content, quoi. Bon, à part ce grincement sur lequel il va falloir que je fasse quelque chose un jour, mais peut-être desserrer un peu là, voilà. Ouais. Bon, j'essaye de modérer le grincement autant que possible. Oui, il faut avoir le coup de main. Dans la Patterson, on peut développer deux pellicules 35. Oui, oui, alors c'est vrai que ça, c'est l'avantage peut-être des cuves classiques, et qu'on peut rentrer effectivement plusieurs pellicules à la fois, hein. Voire des formats qui sont pas les mêmes à la fois. Et je sais il y a des cuves même qui prennent plus que deux d'ailleurs. Mais bon. Bon, allez, je pense qu'on a assez lavé. Dernière étape, enfin, en tout cas dernier bocal, le fixateur. Alors, ce que j'attends le plus, c'est de voir si la première pose est grillée ou pas comme la fois précédente. Est-ce que le fait que j'ai pas du tout tiré le film va avoir aidé là-dessus? J'ai oublié de resetter. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, de toute façon, le fixateur, c'est moins grave. C'est 10 minutes, le fixateur. Donc, j'attends de voir si la première pause est à moitié grignotée ou pas. Je pense que non, pour le coup, là. Là, j'ai vraiment à peine tiré, hein. Donc, enfin, j'ai même pas tiré d'ailleurs. J'ai juste recouvert le scotch dessus, donc ça devrait aller, hein. Suspense, oui, exactement. Par contre, à chaque fois que j'en verse, j'en mets un peu à côté, hein. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai pas assez. Oui, oui, d'accord. C'est parce que j'ai dévissé la molette pour qu'elle grince moins, du coup, ça coule légèrement. Ok, c'est pas grave. Et bon, en même temps, le caoutchouc, il a plus de 60 ans, ouais. Faudrait peut-être que je lui trouve un petit remplaçant.
Après, par rapport au nombre de pellicules qu'on peut mettre dans la boîte, je me dis que faut vraiment en faire beaucoup quand même pour en avoir plusieurs à faire en même temps. Bon là, remarque, j'en avais plusieurs à faire en même temps, mais bon, est-ce que ça aurait valu le coup que je les fasse en même temps? Et en plus, si le produit est pas bon, on en rate plusieurs d'un coup. L'avantage, c'est que s'il y a un problème, on le voit sur une seule. Oui, tu prends des risques avec les joints si vieux. Oui, bah oui, oui. Bon après, ça tombera pas loin parce que, encore une fois, la cuve, le taux de remplissage de la cuve, il est pas entier. On l'a rempli à moitié. La molette et le joint, donc, sont à peu près à mi-niveau. Donc, même si le niveau descendait en dessous de la moitié, la pellicule serait toujours immergée, en fait. Enfin, quand on tourne, la partie serait toujours immergée. Donc, il n'y a pas de risque vis-à-vis du développement de la pellicule. Et d'ailleurs, au passage, moi je mets 150 par précaution, mais je sais pas pourquoi, parce que le manuel il dit entre 130 et 150 millilitres. Enfin, il dit centimètres cubes, mais c'est pareil dans ce cas-là. Donc j'aurais pu même en mettre un peu moins. Et donc, du coup, peut-être que ça aurait coulé. Les 3 gouttes qui tombent à chaque fois ne seraient pas tombées. Aujourd'hui, aujourd'hui, on fait peu d'argentique, mais à l'époque, c'était courant d'avoir plusieurs pellicules à développer. Ah, peut-être. Cependant, s'ils avaient poussé le concept plus loin, ils auraient pu inventer le même système, avec une seule molette, mais avec un axe et plusieurs cuves à la fois. Enfin, il y aurait eu moyen d'en faire des cuves multi-bobines également, je pense. Je veux dire, il n'y a rien qui contredit au fait de charger plusieurs films à la fois avec le même système. On pourrait aussi, ça existe peut-être, hein, j'ai jamais vu ça pour le coup. Pareil, on peut imaginer un système hybride entre guillemets, où en gros, ce qui est le plus compliqué, enfin ce qui est le plus gros avantage de cette cuve, c'est juste de charger de mettre le film, enfin la pellicule en spire pour la cuve. Mais on pourrait tout à fait faire que le système de chargement et transférer les bobines chargées dans une cuve Patterson. Hein. Faudrait juste les transférer dans le noir, mais c'est infiniment moins complexe que de charger directement la pellicule sur, euh, sur le support. Quoi. Et donc pouvoir ensuite, dans la Patterson, en traiter plusieurs à la fois. J'ai pas vérifié si la taille des bobines était la même. Enfin, la taille des spires. Faut que les spires soient identiques. Oui, oui, bah, je pense. Je pense. Donc là, on a dépassé la moitié du temps, donc on n'est plus très loin là. Plus que quelques minutes, plus que 5 minutes pour savoir si ça s'est bien passé. Alors, il y a quand même une différence par rapport à la précédente qu'on a fait, parce que du coup, celle-ci, ces pellicules ont été stockées au frigo. Euh, dont celle-ci datait, j'ai vu la date tout à l'heure sur le petit papier, j'avais noté que les premières photos avaient été prises le 29 mars, les dernières le 31 mai. Et elles sont allées au frigo dès le 31 mai. Donc elles sont restées à peu près un mois et demi au frigo là. Enfin celle-ci est restée un mois et demi au frigo.
La précédente, je crois enfin l'autre qui me reste, donc la dernière qui me restera à faire, il me semble qu'elle est au frigo depuis le mois de mars, hein, fin mars. Donc la précédente, du coup, enfin celle du Lubitel, avait été restée à la chaleur de la canicule, etc. Enfin, je l'avais déchargée au moment de l'affaire, quoi, de l'appareil, mais du coup l'appareil photo avait subi des coups de chaud, etc. Là, celles-là, elles auront pris moins de coups de chaud. Ceci dit, on n'a pas vu de différence, enfin on n'a pas vu de... Enfin, les différences, on les verra après, mais j'ai pas vu qu'il y avait eu des problèmes significatifs. Mais bon, les avoir mis au frigo ne peut que les avoir aidés. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui conservent les pellicules, même... alors peut-être pas celles qui ont été sensibilisées, mais les neuves, je sais qu'il y en a qui les gardent même au congélateur pour les garder très longtemps. Donc, l'inconvénient étant juste que quand ils veulent les utiliser, il faut faire attention d'attendre qu'elles aient dégelé déjà et qu'elles soient arrivées à température ambiante, parce que sinon on peut y avoir des problèmes de décollement de la gélatine sur la pellicule. Celle du Lubitel s'en est bien sortie, je suis d'accord. Pour l'instant, elle s'en est bien sortie. Je pense que les problèmes arrivent sur des temps un peu plus longs. Non, le risque, c'est de se dire oui, on va le faire rapidement et d'attendre beaucoup plus longtemps, voire de les oublier et de s'en souvenir plusieurs années après. Là, je pense que on risque des choses. Là. Je pense que le réflexe à avoir, c'est quand on les sort de l'appareil, de les mettre directement au frigo. Hein. Parce que même si quasi reste 24 heures ou quelques semaines ou des mois ou des années, je sais pas, mais ça sera toujours moins risqué quand même. Mais c'est vrai que le frigo est recommandé pour les pellicules autant vierges qu'utilisées. Oui, ouais, oui, tout à fait. Moi, je les mets dans une petite boîte hermétique, de manière qu'elles prennent pas l'humidité du reste du frigo ou des choses comme ça. Mais le congélateur, je ne savais pas. Si, si, j'ai vu des gens qui soi-disant se faisaient gronder par, euh, par les cohabitants pour stocker trop de choses dans le congélateur, comme des pellicules. Même les produits, si, il y a un certain a priori qu'on pourrait, enfin le révélateur, je trouve des informations contradictoires sur le stockage du révélateur au congélateur. Ce serait intéressant de faire l'expérience. 10 minutes, on est bon. Bon, donc là, comme la dernière fois, hein, je vais rincer approximativement. Je rincerai plus après hors stream avant de la suspendre pour la laisser sécher durant le reste de la journée. Oui, c'est l'eau qu'il me faut. Voilà. Euh, ouais. Juste pour pas être trop dépassé, mais en gros. La dernière fois, on avait dit qu'il y a, en gros, avec la bouteille d'un litre, en fait, elle me fait à peu près tout le cycle, qui va bien, donc c'est pas mal. Bon, c'est toujours de l'eau distillée, hein, dans ce cas-là. Hein. Enfin, on peut ne pas en utiliser, mais moi j'en ai, donc j'en profite. Je n'oserais pas, moi. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me dis, la gélatine, elle va se fragiliser en congelant. Je sais pas, ça m'a intrigué. J'avoue que ça m'a intrigué.
Alors, à savoir qu'on l'entend grincer, mais plus j'y pense, plus je me dis, mais en fait, il me manque la rondelle anti-friction qui est censée avoir. C'est pas impossible que ça soit vraiment ça le problème, en fait. Il manque la rondelle anti-friction. Un peu vite, tiens. Voilà, et là, je pense que je finis la bouteille. Et après, on regarde. En vrai, on pourrait déjà regarder. Hop là. Ah, il était tombé, là. Hop là, voilà. Allez, je déverrouille. Voilà. Je vais mettre sur le papier. On va mettre le guide. C'est bon, on n'a que besoin. Alors, où est le début? Le début, il est là. Ah, bonne nouvelle, déjà, la première est là. Je n'ai pas grignoté sur la première. Ah, ah bon? Non, peut-être un poil? Non, j'ai un doute. Mais. Enfin, la première, la dernière, en réalité, c'est la dernière. Mais. Elle a l'air d'être là. Je vois bien les photos. Par contre, elles m'ont l'air toutes très sombres. Peut-être moi, je sais pas. Non, peut-être pas. Non, c'est moi qui. Alors, je suis bête parce que je pourrais brancher le négatoscope. Du coup, c'est bête de pas en profiter. Bon, la pellicule est toujours mouillée, mais c'est pas grave. Donc, il se pose dans ce sens-là. Hop là.
Je suis perplexe. Alors, est-ce que c'est les images? Et je pense que l'appareil, il y a peut-être un souci parce que sur toutes les photos, la partie basse est plus claire que la partie haute. Alors, sur certaines, je me dis c'est peut-être l'herbe, mais sur celle-là, par exemple, s'il n'y a pas d'herbe, et pourtant la partie en bas est plus claire. C'est toujours d'à peu près la même distance. Bizarre. C'est un peu bizarre. Enfin, euh, continuer. Ouais, toutes les photos ont ça. Donc, pour moi, c'est pas le développement n'est pas le problème, hein. Je pense qu'il y a un souci, il y a peut-être un petit souci avec l'appareil photo. Bon, après, il y a des images, hein, il y aura quelque chose à en faire, c'est sûr. Donc, on va voir. Ah oui, l'appareil n'est peut-être plus étanche à la lumière. Hmm, étanchéité à la lumière? Que ça pourrait être ça? D'un seul côté, alors? Euh, peut-être. Alors, je vais juste remettre hop là, sur le... Je vais remettre en bobine pour pouvoir mieux la rincer après. D'ailleurs, je suis bête parce que c'est l'occasion de montrer ça. Hop, le négatoscope, hop, il s'en va. Le dos, peut-être. Juste pour montrer le... Ça va être compliqué à montrer, là. En gros, le guide plie le film légèrement, il le bombe. Est-ce que je pourrais prendre un truc comme ça? J'improvise totalement, là. Donc, il le bombe et ensuite, ça se met en spire tout seul. Bon, bref, c'est juste pour montrer le truc. Tu as bien la première photo alors? Bah, alors là, c'est plus la dernière, mais oui, oui, tout à fait, elle a l'air d'être là, hein. Donc, je pense que ce problème venait bien du fait qu'il ne faut pas trop tirer non plus au début. Voilà. Bon, eh bien, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Là, je vais finir de le rincer et le suspendre. On verra ce qu'on arrive à en faire. Euh, c'est un peu dommage s'il a un problème. Euh, ah bon, ouais, on verra bien. J'espère qu'elle n'est pas surexposée. Juste la première, non, enfin, toutes les photos sont très sombres, voilà. Sauf la partie basse qui est plus claire. Ah zut, je me mets le doigt dessus. Bon, je verrai, je tiendrai au courant. Bon, sinon pour le reste, ben, j'espère que ça vous a intéressé. Euh, moi, je vais m'occuper de ça. Je vais vous laisser là. Je ne sais pas s'il y avait des questions.
Et donc du coup, le prochain stream, ça devrait être lundi. Enfin, en vrai, il faut que je me mette un agenda régulier. Mais je pense que ça sera lundi matin, enfin fin de matinée, on verra. Voilà, voilà. Oui, parfait, merci. De rien. Et bah, ça sera pas de la photo la prochaine fois, ça sera probablement encore... enfin, oh, ça sera probablement autre chose. Je sais pas encore, mais j'y réfléchis. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À plus. La suite du blob. Oui, il faudrait que je donne des nouvelles. J'en donnerai probablement des nouvelles. Tout à fait. Allez, hop, au revoir.